Donc Guillaume Gontard, moi, sénateur de l'Isère et du coup président de cette mission d'information. Donc nous poursuivons les travaux de notre mission d'information avec deux auditions aujourd'hui qui sont centrées pour la première, et c'est celle-ci sur la Corse, et pour la seconde qui sera sur les Outre-mer. Comme l'avait annoncé notre rapporteur lors de la réunion constitutive, notre mission d'information souhaite en effet se pencher sur la situation spécifique de certains territoires. Nous aurons également dans la suite de nos travaux des auditions consacrées à la situation des communes insulaires et à celle des grands lacs de montagne. Je précise que les deux auditions de ce jour font l'objet d'une captation vidéo qui sera disponible sur le site du Sénat pour évoquer les problématiques spécifiques à la Corse. J'ai le plaisir d'accueillir en visioconférence, depuis l'île de Beauté, deux membres du Conseil exécutif de Corse, M. Julien Paolini, qui est en charge du plan d'aménagement, de développement durable et d'urbanisme de la Corse, le PADUC, dont nous avons déjà évidemment entendu parler depuis le début de nos travaux, et qui préside par ailleurs l'Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse. Et M. Jean-Félix Acquaviva, conseiller exécutif en charge des transports, président de l'Office des transports de la Corse. J'ai également le plaisir d'accueillir les présidents des deux associations départementales des maires, M. Ange-Pierre Vivoni, président de l'association des maires de Haute-Corse et maire de Cisco, et M. Jean-Jacques Cicciolini, qui est donc représenté par M. Jean Alfonsi, président de l'association des maires de la Corse du Sud et maire de Cozzano. J'en profite pour saluer la présence, alors j'en vois qu'un, mais peut-être que l'autre va arriver, de nos collègues Jean-Jacques Panuzzi et Paul-Toussaint Parigi, respectivement sénateurs de la Corse du Sud et sénateurs de la Haute-Corse, qui ne sont pas membres de la mission d'information, mais que le rapporteur et moi-même avons souhaité évidemment associer à cette audition. Et leur témoignage, votre témoignage pourra également évidemment éclairer nos échanges. Messieurs les présidents, comme vous le savez, notre mission d'information a été créée à l'initiative du groupe Union Centriste avec pour objectif de dresser un bilan des lois montagne et littoral et de leur application dans les territoires, de confronter ce bilan au principe de différenciation et de formuler des propositions concrètes. Il nous a paru donc indispensable de nous pencher sur la situation particulière de la Corse. En effet, sur le territoire corse, c'est un quart des communes qui sont soumises à la loi littorale, la quasi-totalité des communes qui sont soumises à la loi montagne, et en conséquence, près d'un quart des communes sont soumises aux deux lois. Par ailleurs, les ébauches de différenciation, notamment par le biais du PADUC dont nous venons de parler, ont été introduites par le législateur. Le rapporteur y reviendra certainement, et le bilan que vous en tirez ne peut que nous intéresser. Messieurs les présidents, nous vous remercions donc chaleureusement de vous être rendus disponibles pour témoigner devant nous de la situation de votre territoire et des éventuelles difficultés rencontrées par les élus corses. Et avant de céder la parole à monsieur le rapporteur, je tiens à vous informer que nous allons lancer dans quelques jours une consultation des élus locaux et nous comptons évidemment sur vous pour en assurer la publicité auprès des élus locaux corses. C'est vrai que c'est important d'avoir ces retours, même dans cette période d'élection municipale, mais c'est pour ça qu'on a fait très vite pour envoyer ce questionnaire. Mais je laisse sans plus tarder la parole à notre rapporteur, Jean-Michel Arnaud. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous, à tous les collègues, quelques-uns ici dans la salle du Sénat, et puis aux collègues, puisque nous sommes aussi des élus locaux de Corse. Et je me sens proche de la Corse, un peu par l'accent qui nous rapproche, mais aussi par les caractéristiques qui ont été évoquées par le Président, à savoir la superposition pour un nombre significatif de vos communes de la loi montagne et la loi littorale. Et donc, par bien des aspects, je retrouve une partie dans la Corse de mon propre département. Comme vous l'avez peut-être noté, cette mission que j'ai souhaité voir portée par le Sénat entend mettre l'accent sur la notion de différenciation. Elle figure d'ailleurs dans son intitulé. Au-delà du bilan de l'application des lois montagne et littoral en Corse, c'est sur ce point que j'aimerais tout particulièrement vous interroger pour débuter cette audition. La Corse a été en quelque sorte un laboratoire dans ce domaine, puisque dès 2002, la loi relative à la Corse y a fait un plan d'aménagement et développement durable de la Corse, le fameux PADUC, pivot de l'application des lois montagne et littoral, en lui permettant notamment de préciser leurs modalités d'application, je cite, adaptées aux particularités géographiques locales. Ce principe a été peu ou prou généralisé à l'ensemble du territoire par la loi Elan
de 2018 via les schémas de cohérence territoriale, le SCOT. Quel bilan tirez-vous, avec le recul qui est le vôtre, de cette disposition pionnière? Mériterait-elle, selon vous, d'être affinée, déclinée à une échelle plus fine que le PADUC? Comment aussi votre organisation spécifique en Corse, territoire doté d'un statut spécifique, impacte-t-elle ou pas la mise en œuvre des fameuses lois littoral et montagne sur votre territoire? La loi Montagne 2 de 2016 avait également reconnu la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d'île-montagne, soumise à un cumul de contraintes devant être prises en compte conformément au droit de l'Union européenne. Cette reconnaissance, selon vous, a-t-elle été concrètement suivie des faits? Sinon, quelles mesures seraient, selon vous, nécessaires pour mieux adapter aux réalités du territoire corse les dispositions des lois montagne et littoral? Quelles sont également les problématiques propres à votre île que vous souhaiteriez voir traitées ou mieux traitées dans le cadre de ces deux lois? Se pose également, avec une acuité toute particulière en Corse, la problématique de la superposition à laquelle je faisais allusion des lois montagne et littoral, par exemple, que nous retrouvons aussi sur les grands lacs de plus de 1000 hectares. Afin de donner un peu d'air aux collectivités dans leurs projets de développement, la loi Élan a permis au PADUC en Corse de déterminer des secteurs où seule la loi montagne s'appliquerait. Mais il me semble que, faute de modification du PADUC, depuis lors, cette disposition n'a pas encore été mise en œuvre. Le sera-t-elle selon vous prochainement? Y travaillez-vous? Qu'en attendez-vous? Suffira-t-elle à lever tous les points de blocage causés par la superposition de ces deux lois sur certains territoires? Je vous remercie de votre contribution et je me permets en complément de vous rappeler l'esprit, je pense que vous le connaissez, mais il est peut-être important que vous l'intégriez de cette mission. Cette mission a vocation, fin juin, début juillet, de proposer évidemment un diagnostic, évidemment un bilan des deux lois que l'on vient d'évoquer, mais aussi des recommandations, d'où l'importance aussi de pouvoir intégrer vos observations et que nous transformerons peut-être en recommandations permettant d'alimenter ensuite le programme législatif et peut-être alimenter aussi des réflexions pour le grand débat national de 2027 sur la problématique de la différenciation. Je tiens également à vous indiquer que la ministre Gatel, sur instruction de Premier ministre, nous a indiqué travailler sur un texte de décentralisation dans les prochaines semaines ou mois. On peut toujours y croire. En conséquence de quoi, il serait intéressant également que ce travail, dans le cadre de cette mission, puisse alimenter le débat parlementaire qui pourrait en suivre, y compris pour les spécificités corses, telles que je viens de les rappeler. Je vous remercie et nous vous écoutons bien volontiers. Donc, je vous propose peut-être qu'on écoute d'abord les deux conseillers exécutifs de Corse, peut-être d'abord Julien Paolini, puis ensuite Jean-Félix Acquaviva, et puis donc le temps que vous souhaitez, et puis peut-être qu'on aura un jeu de questions-réponses, et puis ensuite les présidents des deux associations, si ça vous va. Je vous laisse la parole, Monsieur Paolini. Merci, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous avoir proposé de participer à cette audition dans le cadre de la mission sur la différenciation et le bilan des lois littorales et montagne après 40 ans d'application. C'est vrai que cette question est un sujet sensible partout sur le territoire et peut-être plus particulièrement en Corse, une île montagne qui est confrontée à des pressions importantes sur son littoral, sur les zones touristiques, des pressions qui aujourd'hui s'étendent jusqu'à l'intérieur de l'île, boostées également par une croissance démographique très forte, 2 fois supérieure à celle de la moyenne continentale, et donc une augmentation des prix du foncier, des prix de l'immobilier qui ne cessent de croître malgré une production de logements relativement importante ces dernières années. Tout ce petit préambule pour vous dire que les Corses, bien sûr, restent très attachés à la défense de leurs terres. C'est au cœur d'un combat qui est pour nous ancien et central, et que les lois littorales et montagnes ont été une avancée majeure pour la Corse. On considère qu'elles ont permis probablement d'éviter le pire lorsqu'on voit comment se sont développés d'autres secteurs touristiques qui présentent les mêmes
caractéristiques que la Corse, je pense par exemple à la Côte d'Azur, aux côtes italiennes ou espagnoles, qui ont subi une artificialisation très forte. On parle souvent de bétonisation. Et si la Corse en a, en tout cas en partie, échappé, c'est probablement euh, grâce aux dispositions protectrices de la loi littorale et à un autre niveau de la loi montagne. Donc, je voulais quand même rappeler que ces points-là, et donc nous, hein, la famille politique à laquelle j'appartiens, on est très attachés, bien sûr, à ces dispositions protectrices. Ce qu'on a pu constater également, en tout cas maintenant avec un recul certain sur l'application encore de la loi littorale, c'est qu'elle n'a pas toujours été appliquée. J'en veux pour preuve les taux importants d'artificialisation des sols, souvent en discontinuité dans les secteurs littoraux et touristiques de l'île. On a des communes qui ont énormément artificialisé ces 20 dernières années, des communes au RNU, donc régies par le Règlement national d'urbanisme, qui ont consommé beaucoup d'espace pour gagner peu d'habitants. Donc, en fait, les constructions se sont concentrées sur de la résidence secondaire, du meublé de tourisme, et donc, finalement, un aménagement du territoire qui s'est fait de manière contraire aux dispositions protectrices de la loi littorale. Donc, une avancée significative, une nécessité absolue, la loi littorale, mais pour autant, une mise en application qui a été, je dirais, perfectible au cours des 20 ou 30 dernières années. Et je pourrais vous fournir un certain nombre de chiffres qui en attestent. Hein. Je prends un exemple, hein, le taux d'artificialisation, il a été de 35% en Corse en 30 ans, alors qu'il a été d'environ 10% sur le continent. En taux de progression, c'est la Corse qui a le plus artificialisé, 2 fois plus que la France, même si en valeur absolue, ça reste relativement faible en nombre d'hectares, bien entendu. Et ça s'est concentré sur les zones urbaines, périurbaines et sur les zones touristiques de l'île. Donc, 90% du territoire n'a pas profité quelque part de ces développements économiques. Vous l'avez rappelé, l'ensemble de la Corse est couverte, soit par la quasi-totalité du territoire corse est couverte soit par la loi littorale, soit par la loi montagne. Ça aussi, c'est une spécificité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et ça engendre aussi des difficultés majeures pour les élus, notamment dans les communes, et il y en a 70 sur les 360 communes de Corse quand même, qui sont régies par les 2 lois. Et quand une commune est régie par les 2 lois, vous le savez également, c'est la loi, les dispositions de la loi la plus protectrice, donc la loi littorale, qui s'applique. Et donc on se retrouve avec une application de la loi littorale dans 70 communes de Corse, sur des territoires de montagne, souvent sur des territoires qui sont impactés par la désertification, par un manque d'attractivité, souvent à des altitudes importantes, hein, à 5, 6 ou 700 mètres d'altitude. Et donc, on voit bien que ça aussi, c'est notamment de la part des maires, hein, une difficulté qui remonte régulièrement. Et moi-même, en qualité de maire, hein, c'est des fonctions que j'ai également exercées, je peux comprendre que ce soit une difficulté qu'il faut essayer de régler. La loi Elan de 2019 hein, avait pour ambition de résorber ces difficultés-là, puisqu'elle offrait au PADUC la capacité de préciser pour les communes qui sont soumises aux 2 lois où s'appliquait la loi montagne et où s'appliquait la loi littorale dans le secteur de ces communes. Donc, c'est une disposition qu'on va mettre en œuvre, notamment dans le cadre de la révision du PADUC. La révision du PADUC, le périmètre de la révision a été voté par l'Assemblée de Corse en juillet dernier. Elle devrait, si le calendrier est respecté, le calendrier qui a été voté par l'Assemblée de Corse, et on espère qu'il le sera, en tout cas on met tout en œuvre pour qu'il le soit, un nouveau PADUC devrait être arrêté fin 2027. Et dans ce PADUC, dans la délibération qui a été votée par l'Assemblée de Corse, il est prévu de retranscrire les dispositions de la loi Elan, notamment pour permettre que la loi montagne s'applique en montagne et que la loi littorale s'applique dans le littoral. Reste la question des espaces proches du rivage. Je voudrais également en parler. Pour nous, les espaces proches du rivage, ils doivent être sanctuarisés. On peut discuter d'une application
de la loi montagne, mais certainement pas dans les espaces proches du rivage. Et le PADU, justement, permettait de préciser où se situaient ces espaces, même si après les communes avaient l'attitude pour le préciser dans leur document d'urbanisme. Autre point important de la loi Elan, la question des secteurs déjà urbanisés. Vous l'avez également évoqué. L'identification des secteurs urbanisés est aujourd'hui une contrainte dans de nombreuses communes, notamment sur le littoral, puisque si ces secteurs déjà urbanisés ne sont pas identifiés dans un SCOT ou à défaut dans le PADUC, ils ne peuvent pas être densifiés. Il faut savoir que la Corse a un retard de planification, puisque même si ces dernières années, il y a une accélération importante de la réalisation de documents d'urbanisme, PLU et cartes communales, mais pour autant, historiquement, la Corse avait un défaut de planification, donc peu de documents d'urbanisme et pas de SCOT. Et donc, pas d'identification et de reconnaissance de SDU. Dans le cadre de la révision du PADUC, on se propose de critériser les secteurs déjà urbanisés afin que les communes puissent, dans le cadre de leur PLU, les localiser à l'échelle parcellaire, puisque ça relève plutôt de leurs compétences. Donc, en l'absence de SCOT, et on pense que voilà, on n'aura probablement pas beaucoup de SCOT d'ici 2027, on considère qu'il est préférable, mais on doit quand même en discuter, bien sûr, avec les associations des maires, mais en tout cas, c'est les échanges qui ont eu lieu jusqu'à présent, notamment au sein des élus de l'Assemblée de Corse. Dans le cas du PADUC, critériser les secteurs déjà urbanisés, comme c'était déjà le cas pour les hameaux dans le PADUC de 2015, de manière à ce que les communes puissent les cartographier dans leur cadre de leurs documents d'urbanisme, les critériser et bien sûr, sur la définition des critères, on aura un travail à mener avec l'ensemble des maires du territoire insulaire. Je rappelle également que la loi Elan a, je dirais, limité les dispositions du PADUC. Le PADUC de 2015 pouvait déjà identifier les secteurs déjà urbanisés. La loi Elan est venue, je dirais, contrarier cette disposition-là en renvoyant au SCOT et à défaut au PADUC. Donc, ça a créé une forme de fragilité juridique sur les dispositions du PADUC en matière de planification des espaces. Je rappelle également que le PADUC permet de préciser l'application des lois littorales et montagne. Donc, ce n'est pas une habilitation, c'est quand même une habilitation importante. Et il permet aussi de préciser la vocation des espaces. Et ceux qui ont été les plus emblématiques de cette habilitation du PADUC, c'est les espaces stratégiques agricoles, 100 000 hectares préservés, inconstructibles, dédiés à l'agriculture. Et ça a été 10 ans de contentieux juridique entre 2015 et 2024 pour que la cartographie des espaces stratégiques agricoles soit définitivement entérinée au Conseil d'État après 2 annulations au tribunal administratif et recours devant la Cour administrative d'appel de Marseille. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'une sécurisation juridique des habilitations du PADUC. C'est pour ça aussi qu'on milite pour un transfert d'un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires, normatives, pour la Corse dans le cadre du processus d'autonomie. Dernier point sur le PADUC, et j'en terminerai là. Le PADUC a aussi habilitation pour définir la trajectoire du zéro artificialisation nette. Nous, on considère aujourd'hui qu'à travers cette planification de la trajectoire de réduction de l'artificialisation à l'horizon 2050, cela doit permettre un rééquilibrage du territoire entre des territoires qui ont beaucoup artificialisé ces dernières années, qui ont beaucoup consommé d'espace, notamment dans les zones urbaines, périurbaines et littorales, au profit des territoires de l'intérieur, de montagne, de la ruralité, qui, eux, finalement, on peut consommer d'espace et donc on doit avoir des mécanismes de péréquation, de rééquilibrage au travers de la traduction de cette trajectoire ZAN au sein du PADUC et donc peut-être une réflexion autour d'une différenciation pour la Corse des modalités de la loi montagne pour permettre
à ces secteurs de montagne de rattraper leur retard en matière de développement économique ou en termes d'infrastructure. Dernier point, la question des équipements d'intérêt général, mais peut-être que le président Ange-Pierre Vivogne en parlera. Donc voilà, j'ai déjà été assez long et je vous remercie pour m'avoir écouté. Merci beaucoup, merci pour votre intervention et je propose de céder tout de suite la parole à Jean-Félix Acquaviva. Bonjour, merci Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues sénateurs corses, chers Alors on vous entend. Je pense qu'on a un petit problème de connexion puisqu'on ne vous entend pas. Peut-être qu'il faut couper la caméra. Il faut essayer en tout cas. Essayez. Ouais. Mais On va peut-être passer à Ange-Pierre Vivoni, peut-être, et puis comme ça, le temps que ça se mette en place et qu'on retrouve du réseau. Et je vous laisse la parole. Élu, je ne serai pas très long dans la mesure où sur le cadrage. Bon. Ouais, là, ça coupe vraiment, en fait, on ne vous entend pas. Vous m'entendez, Monsieur le Président? Oui, bah, allez-y, du coup. On va voilà. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Messieurs les présidents de l'Assemblée de Corse, chers collègues, je vais vous dire, je pense que Monsieur Paolini a déjà beaucoup dit sur le PADUC et a beaucoup expliqué. Je pense qu'il n'a pas assez mis l'accent sur les communes où il y a les deux lois, la loi littorale et la loi montagne. La commune de Sisque, avec 77 autres communes, bénéficie de ces deux lois, entre guillemets. Quand je dis on bénéficie, ça veut dire que c'est toujours la loi littorale qui est la plus restrictive qui est appliquée. Ça veut dire que les communes qui sont agricoles, comme celle que je représente ici, sont, je dirais, impactées par la loi littorale. Personnellement, je voudrais que, comme l'a dit M. Paolini, que ce soit clarifié. C'est-à-dire que le littoral reste littoral, qu'on puisse remonter, peu importe, mettre une ligne sur les PLU, les futurs PLU. Nous avons un PLU. Remonter peut-être à 2 km, je dis 10 km, je dis 2 km, mais ça aurait pu être un 5 ou 2,5. Mais qu'on sache où s'applique la loi littorale et où s'applique la loi montagne. Ça, c'est indispensable pour nous. Parce que sinon, nous sommes handicapés par la loi littorale et vous êtes à 500 mètres d'altitude. Et les éleveurs, comme les agriculteurs, bien évidemment, ne peuvent pas bénéficier des avantages des lois montagne. Alors, ça, ce serait à prendre en compte sur le PADUC. Ensuite, nous avons ce problème, nous, parce que nous sommes des communes, je dirais, proches de grandes villes. La commune de Sisque est à une douzaine de kilomètres de Bastia et nous sommes en train de vivre ce que disait M. Paolini, de la spéculation foncière. Et la spéculation foncière, si on n'y prend pas garde, il est évident que les terres agricoles, parce que si on nous demande que tout soit constructible, et il est évident que nous avons besoin de constructibilité sur les communes. Mais sur la commune de Sisque, actuellement, il n'y a plus que 7000 mètres carrés de constructibles. Je vais mettre, si je suis réélu, bien évidemment, mettre notre PLU en révision. Je ne parle pas de la loi littorale, parce que la loi littorale, il ne faut jamais la toucher en Corse, ni en Corse ni ailleurs. Mais par contre, il faut savoir que les zones soient bien définies. Alors, attendre le PADUC, je pense qu'on peut anticiper et de ne pas attendre le PADUC pour faire nos PLU. Moi, actuellement, j'ai un PLU sur la commune, mais il n'y a qu'un tiers de communes qui ont une carte communale, soit un PLU. Le reste, elles sont toutes au RNU. Alors, penser que les maires n'ont pas voulu faire une carte communale ou
ou un PLU, c'est faux. Le PADUC n'a pas empêché cela, puisqu'on y est arrivé quand même à travailler. Il y aura amélioration à faire, ça c'est évident, mais qu'on puisse définir des zones. Et puis maintenant, c'est avec le changement climatique. Je pense que le PADUC est là, j'en ai déjà parlé avec le président Paolini, il faut prendre le changement climatique parce qu'on va avoir des zones qui ne sont pas actuellement où ils sont en zone inondable, aléas faibles ou moyens, et qui vont passer en aléas très forts. Et tout ça, il va falloir le prendre en compte. Monsieur Paolini a parlé des SCOT. Aucun SCOT n'est sorti en Corse. Pendant 15 ou 20 ans, enfin 20 ans j'exagère, mais 15 ans sûr, la Balagne voulait faire un SCOT. Aucun SCOT n'est sorti. Aujourd'hui, je suppose que nous attendons le PADUC, mais j'encourage mes collègues maires de faire soit des cartes communales, soit des PLU. Mais je pense qu'il vaut mieux faire directement des PLU que des cartes communales. Au moins, on sait où c'est constructible, où ce ne sera pas constructible, où sera réservé aux agriculteurs et aux éleveurs, et qu'on puisse quand même faire partir ce pays, démarrer ce pays, parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'il y a des requins en mer, mais il y a des requins aussi qui sont sur la terre, et ceux-là sont beaucoup plus prédateurs que ceux qui sont en mer. Alors, tout ce qui est, nous autres, le littoral, je ne vous cache pas, pour vous donner juste une petite anecdote, nous venons d'acheter, la commune vient d'acheter 27 hectares plus un couvent à Sainte-Catherine, 27 hectares de terrain qui arrivent jusqu'au bord de mer, jusqu'à la mer, et nous avons payé ça 1,6 million d'euros. J'ai déjà une proposition faite par un monsieur certainement honnête, je ne mets pas en doute son honnêteté, et il a demandé déjà, il a dit base de négociation à partir de 4 millions. J'ai dit, écoutez monsieur, avec toute la sympathie que je peux avoir pour vous, vous n'aurez pas assez d'argent pour acheter le domaine de Sainte-Catherine. J'y ai passé 30 ans pour pouvoir l'acheter. Alors, bien évidemment, tout ça restera inconstructible et les 27 hectares seront donnés à des agriculteurs, mais par lot, non pas à un seul agriculteur. Il faut dire que Sainte-Catherine, ce n'est pas la Beauce, hein. Est planté par exemple soit un peu de vigne, soit des figuiers, enfin ça, on décidera tout ça si nous sommes réélus, mais le problème reste entier. Limitrophe à ce domaine de Sainte-Catherine, actuellement, un lotissement privé se vend entre 380 et 400 euros le mètre carré, et il est limitrophe au manoir Sainte-Catherine. Vous voyez un peu le manoir Sainte-Catherine qui est classé monument historique. Alors, vous voyez un peu l'enjeu qu'il y a aujourd'hui en Corse. Et nous attendons, et tous les maires et tous les élus de Corse attendent vraiment que ce PADUC puisse sortir pour qu'on puisse travailler sur des documents qui seront fiables et qu'on puisse développer encore une fois notre agriculture, parce que l'agriculture en Corse, à part la plaine orientale, parce que nous avons quand même des jeunes qui pourraient vivre de l'agriculture. Et il y a une autre chose que je voudrais apporter à votre connaissance, mais vous le connaissez très, très, très bien, Monsieur le Président et Messieurs les sénateurs aussi. C'est le problème de manque, je dirais, d'actes notariés en Corse. On connaît souvent les propriétaires, c'est avec des abandons manifestes et avec les biens sans maître. Et ça, c'est un handicap montre. Je pense que tout doit marcher, je dirais, en parallèle. Je pense que le PADUC doit aussi regarder, si je me permets, Monsieur le Président, d'attirer votre attention là-dessus, de pouvoir travailler sur les biens sans maître, parce que là, sur la Corse entière, il y a des centaines de ruines, sans compter des centaines et des milliers d'hectares à l'abandon qu'on pourrait remettre tout au moins en activité, c'est-à-dire aujourd'hui refaire des travaux là-dessus et travailler là-dessus, tous ensemble, parce que le PADUC ne doit être ni de droite, ni de gauche, ni nationaliste, il doit être pour la Corse et dans l'intérêt de la Corse. Et je sais que M. Paolini, il travaille depuis longtemps et je lui fais confiance, mais il faut qu'il aille lui aussi très, très, très vite, parce que la Corse ne peut plus attendre. Voilà ce que je voulais vous dire en ce qui me concerne. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, on va peut-être refaire un essai avec Jean-Félix Acquaviva, si ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Ça a l'air d'être bon. Je vous laisse la Bon, parole. je suis vraiment désolé pour cet incident technique et je vous remercie de me redonner la parole. Je suis désolé de ne pas avoir entendu totalement les interventions après Julien. Bon, mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues insulaires, j'essaierai d'être court. Je ne reviendrai pas en ce qui me concerne sur les enjeux du PADUC et ses capacités. Julien Paolini est intervenu sur le fait que c'est un instrument qui est capable d'affiner, donc la loi littoral et montagne, bien sûr, il faut une révision en la matière. Julien a démontré aussi qu'il y a eu un fort taux de constructibilité en Corse, un fort taux de permis de construire et un fort taux d'artificialisation, notamment pour des communes au RNU, inversement proportionnel à ce qui se passe sur le continent, hein, pour me rappeler les débats auxquels je participais en tant qu'ancien parlementaire lorsque j'expliquais que beaucoup de communes littorales au RNU avaient un taux d'extension très fort. Le PADUC n'a pas empêché cette extension urbaine dans certaines communes, simplement on a mal construit et on n'y a pas bien construit en termes de destination de construction. C'est ça le problème. C'est ça qui fait la rupture de perception d'une politique du logement, notamment sur le logement intermédiaire, l'accession à la propriété, qui sont des débats prégnants en Corse. Le PADUC est là pour être révisé bientôt. Là où nous avons, je pense, un point d'accord général, c'est sur le quart des communes qui sont soumises à la loi littorale et montagne, où effectivement, il était totalement anormal qu'un village à 800 mètres d'altitude se voit appliquer la loi littorale parce qu'il avait un littoral, et cette adaptation avec l'espace proche du rivage fait l'objet aussi des débats de la révision, si je ne m'abuse. Moi, je me focaliserai essentiellement sur la loi montagne en tant qu'ancien maire de montagne, mais aussi en tant qu'actuel président du comité de massif. Et je vais répondre un peu synthétiquement à la question du bilan de la loi montagne, si vous me le permettez. Pour avoir été longuement et encore maintenant membre du comité directeur de l'Association nationale des élus de montagne, dont je salue l'action, pour moi, de manière synthétique, la loi montagne, qui est une première grande loi hein, de différenciation à l'échelle française, pour différencier les politiques publiques, et pas simplement d'urbanisme d'ailleurs, quand on se réfère à l'article 8 de la loi montagne, puisque l'adaptation des normes liées à l'article 8 ou à l'article 8 bis qui consacre le cumul de contraintes dit montagne pour la Corse, comme l'article suivant, je crois qu'il le consacre pour les territoires insulaires d'outre-mer, était là pour adapter des politiques sur différents domaines, éducatifs, fiscalité, développement économique, aménagement, ça allait au-delà de l'urbanisme, bien au-delà. C'est une loi qui doit être vecteur d'adaptation des politiques beaucoup plus large que l'urbanisme. Il est clair que si je me réfère aux propos que tenaient au comité directeur de l'ANEM souvent les pères fondateurs de cette loi, il y avait, et qui a amené d'ailleurs le deuxième acte, l'acte 2 en 2016, il y avait un grand fossé entre l'esprit de la loi et son application, puisqu'on attendait encore les décrets en 2016 de cette loi. Quelques-uns sont arrivés après l'acte 2, si je ne m'abuse, de la montagne, notamment sur les unités touristiques nouvelles en particulier. Mais globalement, entre la loi et l'esprit de la loi, sa capacité à différencier et la pratique, notamment par l'administration centrale, un grand écart qui était symptomatique de ce balai en ce qui concerne la décentralisation générale. On fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. On donne une loi, mais on ne l'applique pas pleinement dans l'applicabilité. C'est ce qui s'est passé, qui a fait naître l'acte 2, mais je ne suis pas certain que l'acte 2 ait fait naître une grande capacité de différenciation dans l'esprit de ce qui a présidé à l'acte 2 de la loi montagne. Donc ça, c'est un bilan général. En ce qui concerne la Corse, effectivement, la reconnaissance du caractère d'île montagne, de ce cumul de contraintes, aurait dû se traduire de manière beaucoup plus forte sur l'adaptation des politiques publiques en général, pas que sur l'urbanisme. Ce n'a pas été totalement le cas. Il faut le dire clairement. Ce n'est pas parce que c'est inscrit dans la loi que c'est traduit par une adaptation saine, claire, dans un dialogue avec l'administration qui se fait naturellement, malgré l'inscription de ce cumul de contraintes. Sur la question du comité de massif, je rappelle que c'est une compétence transférée, l'animation du comité de massif est une compétence transférée depuis le statut de 2002 de la Corse. Donc son animation et la mise en œuvre d'un schéma d'aménagement et de développement de la montagne corse est transférée depuis 2002. Il y a eu du retard à l'allumage dans la mise en œuvre de cette compétence. Nous avons actionné cette compétence en 2016. Pour autant, les financements n'étaient pas prévus. Donc, il y a un problème de transfert de compétences, de transfert de financement, puisque le niveau de Fonds national d'aménagement du territoire dédié à la capacité de mettre en œuvre un schéma d'aménagement et de développement de la montagne corse dès 2016, ça veut dire que la Corse n'a pas bénéficié de 84 en 2016
de génération de schéma montagne. Dès qu'on a activé la compétence qui avait été transférée, il n'y a pas eu le transfert de compétences et nous restions sur une dotation de 100 000 € pour activer un schéma montagne, ce qui était évidemment largement insuffisant lorsque l'on sait que la quasi-totalité, comme vous venez de le dire, des communes de Corse sont classées en montagne et que la Corse est une île de montagne par nature et que la notion de schéma d'aménagement et de développement de la montagne est un dépend, pas le seul, des politiques publiques visant à essayer de revitaliser les territoires de l'intérieur et de la montagne. Malgré ça, nous avons réussi à financer un premier schéma, y compris avec des débats contradictoires sur le fait de pouvoir bénéficier pour partie des économies que nous réalisions sur la dotation de continuité territoriale, ce qui était une possibilité qui nous a été offerte en 2016 par le ministre Bailey et par l'Assemblée nationale et le Sénat par modification du Code général des collectivités territoriales. Mais nous avons toujours dit que ce bénéfice sur les économies réalisées, qui ne peut plus être réalisé aujourd'hui, il n'y a plus d'économie sur la dotation, n'était que pour nous transitoire du moment qu'il fallait revenir au financement du schéma montagne. Nous n'avons pas actuellement un comité de massif avec un FNADT digne de ce nom, conformément aux autres comités de massif de France, malgré la reconnaissance pourtant du caractère île montagne, c'est un paradoxe. Nous n'avons pas eu non plus la capacité de mobiliser du FEDER de massif, contrairement aux autres massifs français, sous l'argument que les massifs français étaient interrégionaux, qui n'est pas un argument législatif, puisque, si je ne m'abuse, le massif corse est reconnu comme les autres massifs français comme un massif à part entière dans la loi montagne, mais c'est un argument un peu technocratique. Nous ne sommes pas interrégional au sens administratif, donc nous n'avons pas de FEDER de massif. Donc ça, c'est quand même des écarts importants dans la pratique entre une reconnaissance d'une spécificité, qui se veut pourtant être claire dans la loi, et la traduction en moyens et en politique de cette spécificité. Ça, je parle pour la Corse, mais de manière générale, je crois pouvoir dire que les territoires de montagne sont un petit peu toujours, je parle quand j'écoutais en tout cas mes collègues, après peut-être que je ne peux pas totalement parler à leur place évidemment, quand nous étions dans le comité directeur de l'ANEM, toujours assez déçus de l'écart entre les possibilités offertes par l'article de l'adaptation de la loi permise par l'article 8 et la traduction réelle, que ce soit sur la question de l'ouverture des écoles, mais je pourrais prendre d'autres sujets, comme par exemple la capacité à ouvrir une micro-crèche en fonction de la densité démographique, ou d'autres politiques. Donc il y a vraiment un écart entre cette loi de différenciation et la traduction. Alors bien sûr, il y a quelquefois quelques petites victoires, quelques petites reconnaissances, mais globalement, je dois dire qu'entre ce que l'on entend et ce que permettrait cette grande loi de la République, parce que la montagne est quand même une grande loi de la République, qui a été d'ailleurs dans son acte 2 adoptée à l'unanimité, et la traduction réelle par l'administration, il y a vraiment, je serais tenté de dire, la traduction d'un mal français qui est bien réel. Voilà. Et nous l'avons vécu de surcroît en ce qui nous concerne, malgré l'article 8 bis qui reconnaît le cumul de contraintes, quand je viens de vous expliquer la trajectoire du comité de massif jusqu'à faire en sorte de faire comprendre à l'Agence nationale de cohésion de territoire qu'il y avait bien un commissariat général de massif à l'échelle de la collectivité de Corse en vertu du transfert de la compétence. Donc, il a fallu faire admettre que la loi était bien pratiquée en Corse dans le transfert de compétences. Il y avait une espèce de concurrence administrative qui se mettait en place, qui nuisait à l'efficacité des politiques publiques. Bon. Et ça, c'est une réalité qu'on peut retrouver dans d'autres domaines. C'est le caractère un petit peu synthétique. Donc, en ce qui nous concerne, évidemment, sur ces questions-là, la notion de différenciation, vous pensez bien que c'est un sujet, notamment pour le Conseil exécutif, qui nous agrée. Nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin. Vous le savez, notamment lié au débat, lié à l'évolution statutaire de la Corse, pour être au plus près d'un certain nombre de politiques affinées. Et il est évident que la question du bilan de la loi montagne en la matière sur les politiques publiques nous permettrait de traduire au-delà de la question de l'urbanisme, qui est un sujet essentiel, évidemment, notamment l'adaptation spécificité qu'ont évoqué Julien et les autres intervenants avant moi pour traduire des politiques au plus proche du terrain et pour revitaliser notamment les territoires ruraux et de montagne, évidemment, par le biais de l'urbanisme et pour éviter d'avoir à subir des normes qui, notamment sur le zéro artificialisation nette, auraient, s'il n'y avait pas une adaptation qui permettait au PADUC d'être l'arbitre de cette péréquation, aurait pénalisé d'abord et surtout les communes rurales et de montagne au détriment des communes littorales qui étaient beaucoup urbanisées. Au-delà de cet aspect-là, il y a aussi d'autres politiques qui méritent une adaptation des normes dans l'éducation, dans la santé bien évidemment, dans l'organisation des territoires de santé, dans l'éducation, sur la question de la petite enfance aussi. Mais je serais tenté de dire, au-delà de ça, puisque je sais que vous allez vous débattre, même si ce n'est pas forcément l'objet
de la loi cadre sur les transports, y compris sur la spécificité liée au changement climatique et à certaines spécificités géographiques, notamment de territoires montagneux. Je prends l'exemple, puisque je suis chargé des transports. Une des donnes structurelles nouvelles qui se renforce malheureusement, mais ça existe aussi ailleurs dans d'autres territoires de montagne, c'est évidemment les effets du changement climatique et sur les réseaux et la résilience des réseaux. Hein. Et nous avons une donnée en Corse qui aussi se rajoute, c'est la prédominance dans certains territoires de l'amiante, qui fait que lorsque l'on est dans une programmation de maintenance où il faut rénover des réseaux en fonction des nouvelles prédispositions légitimes du Code de la santé, le Code de l'environnement, à partir d'un diagnostic amiantifère, ben, il y a un allongement des temps de délai, évidemment, en raison de normes de travaux pour but de protection des employés, mais il y a aussi évidemment un surcoût de 20 à 60% lorsqu'on rénove un tronçon routier aujourd'hui dans l'intérieur des terres, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans. Hein. Donc, ces réalités à la fois financières, de délai et on va dire d'intégration de la notion de changement climatique et de logique, par exemple, de présence de l'amiante dans certains réseaux, impactent la réalité de pouvoir rénover et faire des réseaux. Ce sont des problématiques qui, de notre point de vue, devraient faire l'objet, en Corse comme dans d'autres massifs, d'une adaptation claire lorsqu'on parle de réseaux de transport, étant entendu que l'on sait que dans les territoires ruraux et de montagne en particulier, la route est un sujet à la fois économique, social, culturel, évidemment anxiogène du point de vue de l'intervention des secours et des premiers secours et de l'intervention médicale. Donc, c'est un sujet qui est prégnant et qui fait que l'on peut s'installer ou pas dans un territoire de montagne en fonction de réseaux routiers lorsqu'on a une famille ou lorsqu'on est une personne âgée. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui touche à la réalité de la vie quotidienne et ces dimensions de l'impact du changement climatique et des intempéries, mais aussi de l'amiante chez nous, mériteraient effectivement que l'on arrive à traduire cela à travers une différenciation. En tout cas, c'est un des objets parmi les autres que je pose en la matière. Voilà pour mon propos synthétique sur le bilan général de la loi et sur un certain nombre d'éléments qui démontrent quand même qu'il y a un écart. Je me tiens à disposition pour tout échange complémentaire. Je vous remercie. Merci. Et je vous propose de poursuivre avec Jean Alfonsi. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, cher Jean-Jacques, Monsieur le conseiller exécutif, cher Julien, cher Jean-Félix, Monsieur le Président de l'Association des maires de Haute-Corse, cher Ange-Pierre. Je vous remercie de donner la parole aux élus locaux et en particulier à ceux de Corse. Je m'exprime aujourd'hui comme vice-président de l'Association des maires de Corse du Sud, mais aussi comme maire confronté très concrètement aux effets combinés de la loi littorale et de la loi montagne. 40 ans après leur adoption, ces deux lois poursuivent un objectif que nous partageons pleinement, protéger des espaces parmi les plus fragiles de notre territoire, tout en organisant leur développement. La question qui nous réunit aujourd'hui n'est donc pas celle de leur légitimité, mais celle de leur adaptation au territoire et aux réalités. Un cadre législatif protecteur est nécessaire. L'articulation entre la loi littorale et la loi montagne traduit une ambition forte, préserver des paysages, maîtriser l'urbanisation et lutter contre la spéculation foncière. La loi littorale repose sur un principe clair, l'urbanisation en continuité des agglomérations et des villages existants afin de contenir l'étalement urbain et de protéger durablement ces côtes. La loi montagne affirme un principe similaire, mais une approche plus nuancée, tenant compte des réalités des territoires de relief, protection des terres agricoles et pastorales, encadrement des unités touristiques nouvelles et maintien d'une dynamique locale. En Corse, île montagne, ces objectifs sont largement partagés. Leur mise en œuvre participe d'un cadre protecteur indispensable, mais leur application révèle aussi certaines difficultés liées à la singularité de notre territoire. Un chiffre résume cette situation. 99% des communes corses sont soumises à l'une de ces deux lois et 71 communes relèvent même simultanément de ces deux dispositifs. Cette superposition de normes conduit à appliquer une urbanisation dite en continuité, fondée sur des jurisprudences élaborées pour des espaces urbains denses très éloignés de la réalité insulaire. Une application uniforme en décalage avec la réalité de Corse. La Corse demeure profondément rurale, bien que les communes qui la composent
notamment sur le littoral, présentent souvent une superficie importante, héritage direct de leur histoire. La persistance du paludisme jusqu'aux années 70 contraignait les populations à délaisser les rivages pour s'établir à l'intérieur des terres, bien souvent sans quitter le périmètre communal. De nombreux lieux-dits en portent encore la trace explicite. L'Hospédale, par exemple, dont le nom signifie littéralement hôpital, qui était un refuge contre les moustiques et les fièvres qu'il véhiculait. Il n'est donc pas rare que des communes, dont des hameaux véritables cœurs de vie, se situent à 1 heure de la mer, en pleine montagne, et se trouvent néanmoins soumises et, oserais-je dire, frappées par la loi littorale et ses différentes jurisprudences. La même observation vaut pour la loi montagne. Celle-ci a été pensée pour encadrer l'urbanisation des grands massifs et éviter les dérives liées au développement des stations de ski très attractives. Les références jurisprudentielles proviennent souvent des Alpes ou des Pyrénées, dans des contextes de forte pression foncière et touristique. Or, dans l'intérieur corse, la réalité est tout autre. Habitat dispersé, attachement aux terres familiales, économie peu soumise aux logiques spéculatives. Appliquer mécaniquement ces règles peut alors conduire à fragiliser des territoires dont l'enjeu principal n'est pas la spéculation, mais simplement la possibilité de vivre, de s'installer, de transmettre. La difficulté est particulièrement visible avec la loi littorale. Le littoral corse s'étend sur près de 1000 km de côte, une longueur comparable à celle de la façade méditerranéenne continentale française. Pourtant, les réalités démographiques sont très différentes. En Corse, 97 communes sont concernées par la loi littorale et regroupent environ 80% de la population, avec une densité moyenne de 65 habitants en kilomètre carré. À l'échelle nationale, de la frontière italienne à la frontière espagnole, 841 communes littorales regroupent près de 6,4 millions d'habitants, avec une densité moyenne avoisinant les 281 habitants au kilomètre carré, soit 2,5 fois plus que la moyenne nationale, environ 4 fois celle observée en Corse et près de 10 fois davantage si l'on neutralise les 30 km cumulés peu soumis à la loi littorale que représentent Ajaccio et Bastia. Ces chiffres mettent en lumière l'écart considérable entre deux réalités territoriales. Les communes du littoral méditerranéen continental sont pour la plupart de petites superficies adossées à un arrière-pays distinct qui n'applique ni la loi littorale ni la loi montagne et structurées par une urbanisation dense et continue. La situation corse est de toute autre nature. Les communes y sont vastes, souvent marquées par une côte urbanisée et un arrière-pays rural. Cette différence explique en grande partie les difficultés rencontrées par les maires. Depuis les années 2010, beaucoup d'entre eux ont parfois renoncé à élaborer des documents d'urbanisme. J'en suis moi-même l'illustration. Dans ma commune, les seuls espaces considérés comme suffisamment denses pour être constructifs sont aussi ceux où la spéculation existe réellement. À l'inverse, mes administrés vivant dans des lieux plus retirés ne peuvent pas construire. Je me retrouve dans une situation paradoxale. Refuser les permis de construire de mes habitants tout en acceptant ceux des personnes extérieures. Je suis ce maire-là, mais je suis aussi ce vice-président de l'association des maires qui travaille aux côtés de son président pour faire évoluer les choses. Des pistes d'adaptation possibles. Aujourd'hui, une voie d'espoir existe au travers de la révision du PADUC et l'intégration des dispositions issues de la loi Elan, démarche qui avait été engagée dès 2018 par Jacques Mézard. L'idée est simple. Dans les communes soumises à la fois à la loi littorale et à la loi montagne, le PADUC pourra identifier certains secteurs, au-delà des espaces proches du rivage, où s'appliquera uniquement le principe d'urbanisation de la loi montagne. Cette approche présente plusieurs avantages. D'abord, elle reste protectrice. Ensuite, elle permet une meilleure adaptation au secteur déjà urbanisé de l'intérieur corse. Puis, la loi montagne autorise une urbanisation en continuité des hameaux et des groupements de construction traditionnels, ce qui correspond davantage à notre réalité. Autre difficulté cependant, l'échéance du 22 août 2027 impose aux communes d'adopter leurs documents d'urbanisme avant cette date.
Celles soumises au RMU ne pourront plus délivrer d'autorisation, alors même que le PADUC ne sera pas approuvé. Il apparaît donc indispensable d'avancer ensemble, à marche forcée, afin de se référer de façon anticipée au principe de la loi montagne, et donc au PADUC, dans la rédaction de nos documents d'urbanisme. Nous attendons de la collectivité de Corse qu'elle engage rapidement un débat sur ces questions afin d'en intégrer les grands principes. Pour conclure, les chiffres sont têtus et montrent l'inadéquation d'une application uniforme des normes nationales à la réalité insulaire. 15,8% des communes françaises relèvent de la loi montagne, 3,5% de la loi littorale et 80,7% d'aucun des deux régimes. En Corse, seul 1% y échappe. Conçues pour freiner la pression foncière dans les zones très urbanisées, ces lois s'appliquent en Corse à un territoire rural et peu dense, où l'enjeu est de maintenir la vie et l'équilibre démographique, non de contenir la spéculation. Il ne s'agit pas d'assouplir pour méthoder, mais d'adapter pour vivre, permettre une densification mesurée, respectueuse des villages et de l'environnement. 40 ans après, la question n'est plus de remettre en cause leurs principes, mais leur différenciation. L'égalité suppose l'adaptation aux réalités territoriales. La loi littorale sur les espaces déjà urbanisés, la loi montagne au service de la ruralité. La collectivité à statut particulier trouve ici toute sa raison d'être, adapter la norme à la réalité du territoire. Il ne s'agit pas d'assouplir pour spéculer, mais d'ajuster pour vivre. L'objectif n'est ni la bétonisation ni l'urbanisation diffuse, mais une densification raisonnée, respectueuse des formes urbaines traditionnelles et compatible avec la préservation de l'environnement. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour vos interventions. J'en profite pour dire à ceux qui se sont exprimés qu'on est évidemment preneurs de vos documents. Et enfin voilà, si vous avez des éléments écrits, n'hésitez pas à nous les transmettre. Ça pourra justement enrichir le travail de la mission d'information. Monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole si vous avez des questions. Oui, ce n'est pas une question, je laisse la parole aux membres parce que je crois que c'est important de pouvoir écouter les membres de la mission et je me permettrai de compléter ensuite deux, trois questions. Peut-être Jean-Jacques Panuzzi, en tant que local de l'étape. Prends le micro, s'il te plaît. Bien allumé, ouais, pour que tout le monde nous entende. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je salue mes collègues corses qui nous écoutent. Je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que tout a été dit par Monsieur Paolini, même si je partage pas toujours certaines dispositions. Moi, je pense que le PADUC, il a le mérite d'exister, mon cher ami, et que, bien entendu, comme tout document, il n'est pas parfait au premier coup d'écriture et qu'il mérite d'être amendé. Un seul regret, l'amendement que j'avais déposé, qui avait été voté à l'unanimité au Sénat à l'époque de notre collègue Mézard, concernant la loi montagne et la loi littorale qui touchait 71 communes, il avait été adopté à l'unanimité pour, bien entendu, séparer et créer des limites concernant les communes de montagne et les communes du littoral. Ça n'a pas été fait. Il aurait dû être mentionné dans le PADUC 2-3 ans après. Bon, je suis heureux d'apprendre qu'il va faire partie maintenant de la modification dans le nouveau PADUC. On ne peut que s'en féliciter. Surtout, ça évitera pas mal de tracas aux maires qui sont à la fois littoral et montagne. La seule chose aussi que je reproche dans ce document, qui encore une fois, je le précise, a le mérite d'exister, parce qu'on découvre les problèmes au fur et à mesure. On n'a pas vérifié à l'époque si le domaine public maritime avait été clairement identifié de partout sur toutes les communes. Vous savez que le domaine public maritime a été identifié pour la première fois sur la commune de Conques
mais entre l'État et la commune. Par contre, l'identification des communes privées avec le domaine public maritime ne s'est pas faite de partout. Et je pourrais même dire, ne s'est pas faite pratiquement nulle part. Donc aujourd'hui, ça nous revient comme une gifle dans la figure, parce que 40 ans, 50 ans après, vous avez des agents de la des DTM qui passent sur des établissements qui ont été construits il y a une quarantaine d'années, avec l'autorisation de l'État, des permis de construire qui ont été délivrés en toute légalité. Ces établissements ont pu travailler pendant une quarantaine d'années sans qu'aucune observation à aucun moment des services de l'État n'ait été faite. Et aujourd'hui, ils passent et disent aux propriétaires, vous n'êtes pas chez vous, c'est le domaine public maritime, il va falloir démolir. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire en Corse, comme ailleurs d'ailleurs. Bon, comme l'a dit M. Paolini, les Corses sont très attachés à leur terre, et je ne comprends pas cette façon d'agir des services de l'État, et que ça n'émeuve pas plus de gens que moi ou que quelques élus qui connaissons les situations. J'en dirai pas plus. Concernant la loi littorale, la loi montagne, la façon dont elle a été votée, la loi littorale a été votée, et le rapporteur à l'époque était M. Meignery, si mes souvenirs sont précis, parce qu'il fallait arrêter la bétonisation entre Nice et Ventimiglia. C'était la côte qui était la plus construite. Et arrêter toute spéculation. Bon. Par contre, lorsqu'on l'a appliqué à la Corse, il faut savoir qu'en 86, la Corse, je dirais qu'en termes touristiques, elle commençait un petit peu à se développer, mais ce n'était pas du tout ce qui était arrivé sur le continent. Heureusement que c'est arrivé, que la loi fut votée, parce que comme ça, on a pu freiner ce qui aurait pu nous arriver aussi en Corse. Bon. Même si il y a eu beaucoup de dérives, comme l'a dit M. Paolini tout à l'heure, on a eu l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de construction lorsqu'on a essayé d'appliquer la loi littorale qu'auparavant. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez encore une fois, je remets en cause les services de l'État qui passent et qui font systématiquement des amendes de grande voirie sur certains établissements, mais qui ne traitent pas du tout, par exemple, toutes les résidences secondaires qui ont été construites avec des permis de construire, mais qui n'ont pas respecté la loi littorale. Là, on ne dit rien. Moi, je pense, et je suis venu exprès pour vous expliquer un petit peu le comportement aujourd'hui de certains services de l'État, en Corse, je ne sais pas ailleurs si ça se passe de la même façon, où on dresse un procès verbal à M. X, et puis M. Y qui se trouve 50 mètres plus loin, on ne dit rien. Vous voyez un peu ce que ça peut amener comme discussion et comme climat, notamment chez nous. Des gens qui sont, je le répète encore une fois, attachés à notre terre. Voilà. Je vous cite un autre exemple, et là, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être une discussion à avoir sur les dispositions qui ont été prises sur les espaces remarquables. Lorsque vous empêchez quelqu'un de faire quoi que ce soit sur des propriétés privées, où les gens possèdent souvent 80, 100 hectares dont ils ont hérité de leurs grands-parents, de leurs parents. Bon. Les hectares, si aujourd'hui ils avaient la possibilité d'être exploités, ils seraient milliardaires. Parce que je parle bien toujours de la partie littorale. On leur a
interdit de toucher une brindille sur ces espaces-là. Non seulement on leur a interdit de faire quoi que ce soit, mais sur ces espaces qu'on appelle des espaces remarquables, qui ont vu passer 2-3 générations de personnes, qui ont vécu avec cette terre, où ils ont planté du blé, où ils ont construit des maisonnettes. Je dis bien des maisonnettes. C'était ce qu'on appelle chez nous des casés, 30-40 mètres carrés. Aujourd'hui, il y en a certains qui sont condamnés à démolir les 2 ou 3 maisonnettes familiales qu'ils ont réhabilitées. Ça, je pense qu'il y aurait quand même des discussions à y avoir. À l'intérieur du PADUC, ça mérite quand même une réflexion et un débat. Je ne parle pas de faire de la spéculation, mais je peux vous citer un exemple. Sur un terrain dit remarquable, où il y avait ces 3 maisonnettes, où vit une femme handicapée, qui est la mère du fils aujourd'hui qui exploite ces terres. Écoutez, moi, je ne comprends pas qu'on puisse exproprier les gens de leurs terres. Et c'est ça, c'est démolir, ou sinon ils ont des astreintes de 500 € par jour. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. Il faudrait quand même que nous, aujourd'hui, puisqu'on a la chance d'élaborer un document d'urbanisme pour toute la Corse, qu'on prenne quand même des dispositions pour ne pas exproprier complètement les gens. Il faut savoir raison garder, tout en, bien entendu, en faisant en sorte que ça ne dérive pas et qu'on n'en arrive pas à certaines réalités qui sont celles, malheureusement, que je connais aussi aujourd'hui chez nous. Il faut, je dirais, essayer de concilier la possibilité aux propriétaires de garder quelque chose, même si on lui supprime les 3/4 de la propriété. Mais vous ne pouvez pas les exproprier complètement. Et ça provoque quand même des discussions et des tensions. Il va y avoir un incident. Et j'en reviens encore au principe du manque de délimitation précise du domaine public maritime. On le voit ce qui se passe. Aujourd'hui, on passe et on dit « Vous êtes sur le domaine public maritime ». Attendez, mais moi, ça fait 40 ans que j'y suis, on ne m'a jamais parlé de ça. Et que j'ai habité, et toute ma famille a été élevée là, et aujourd'hui, vous venez de me dire ça. Mais alors, pourquoi avoir autorisé mes parents, mes grands-parents, il y a 40 ans, à travers des permis de construire l'établissement que vous me demandez de démolir? Ça, c'est une question qui est très importante. Merci. En tout cas, je pense qu'on a compris sur le sens. Est-ce que quelqu'un souhaite, du coup, répondre ou intervenir? S'il y a Jean... Non. Je vais peut-être poser 2-3 questions un peu plus techniques. Vous avez abordé, M. Paolini, tout à l'heure, les conditions dans lesquelles vous étiez en train de réviser votre PADUC avec l'objectif, fin 2027, d'avoir un nouveau document opposable et révisé pour rendre compatible avec la date qui a été rappelée par un de vos collègues du 22 août 2027 de révision des PLU. J'aimerais venir sur 2 points particuliers pour que vous puissiez davantage nous éclairer si cela était possible. Vous avez évoqué la nécessité d'adaptation, donc de différenciation, sur la question de l'espace proche de rivage. Est-ce que vous avez en l'état réfléchi à ce que pouvait être la définition un peu juridique, pratique, de ce que vous appelez espace proche du rivage, parce qu'on retrouve cette problématique, évidemment, non seulement en Corse, mais sur les grands lacs de montagne et sur un certain nombre
de territoires littoraux qui sont frappés notamment par le retrait du trait de côte. Et donc, c'est important de savoir ce que vous entendez et ce que vous envisagez dans le cadre de votre révision de PADUC en termes de définition de l'espace proche de rivage. De la même manière, vous avez évoqué, plus pour la partie d'ailleurs loi montagne, l'espace urbanisé, et que vous souhaitiez également critériser la définition de cet espace urbanisé pour pouvoir l'adapter localement. J'aimerais là également que vous puissiez m'indiquer où vous en êtes concrètement. Sur les espaces stratégiques agricoles, vous avez évoqué qu'il y avait 100 000 hectares, l'un d'entre vous, aujourd'hui considérés comme tels. Est-ce que vous avez dans ces espaces stratégiques agricoles des réflexions en lien avec la SAFER ou le Conservatoire du littoral, par exemple, pour pouvoir travailler ces espaces stratégiques agricoles? Est-ce que c'est du domaine public? Est-ce que vous avez des conventionnements avec des propriétaires privés? Est-ce que vous faites appel au Conservatoire du littoral? Est-ce que vous travaillez avec des organismes comme la SAFER pour ce faire? Voilà mes principales questions. Et puis j'aimerais peut-être que, tout à l'heure vous avez évoqué également, Monsieur Paolini, le travail de différenciation que vous souhaitiez pour qu'au-delà de la question purement et strictement liée au droit du sol, vous puissiez travailler dans cette réduction prévisionnelle d'ici 2050 de l'artificialisation à un rattrapage économique. Est-ce que vous pouvez, au-delà du principe politique que j'ai bien compris, peut-être caractériser là aussi les moyens, les outils que vous pourriez mobiliser à cette fin? Je vous laisse la parole, monsieur Paolini, déjà, et puis s'il y en a d'autres qui veulent intervenir ensuite. Merci beaucoup pour vos questions, très, très pertinentes au demeurant. Tout d'abord, sur la question de la révision du PADUC, comme je l'indiquais tout à l'heure, le périmètre a été fixé par une délibération de l'Assemblée de Corse en juillet dernier, et donc avec un calendrier qui court jusqu'à fin 2027 pour une approbation définitive du PADUC. On aura probablement à vous proposer, tout au cours de cette procédure de révision, des adaptations législatives et réglementaires sur un certain nombre de questions pour sécuriser les habilitations du PADUC. Je pense par exemple au calendrier du zéro artificialisation nette, dont la loi climat et résilience et la loi ZAN nous fixent des échéances à 2024 pour le PADUC et à 2027 pour les communes. Donc, on voit bien que ce calendrier, il est plus tenable, et donc il faudrait peut-être adapter le calendrier pour aller plutôt à une trajectoire ZAN définie par le PADUC en 27, à une mise en conformité pour les communes dans leur PLU à 2030. Donc, voilà le genre d'habilitation qu'on pourrait être amené à demander à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement dans les tout prochains mois. Hein. Idem sur la question des servitudes de résidence principale dans les lois Le Meur. Nous, on considère qu'il y a un certain nombre de fragilités juridiques. On souhaite les mettre en œuvre dans le PADUC pour les communes qui sont en RNU, hein, ces servitudes de résidence principale. Mais il faudrait qu'on puisse sécuriser la disposition, notamment en ne faisant pas référence aux zones urbanisées, hein, puisque les zones urbanisées, c'est pour les PLU et les cartes communales, et que par définition, une commune RNU n'a pas de zone urbanisée, mais des parties actuellement urbanisées. Donc, on a un certain nombre comme ça de points juridiques sur lesquels on sera amené à solliciter les parlementaires pour adapter des mesures législatives liées à la révision du PADUC. Donc ça, c'était le premier point sur le calendrier. Et bien sûr, on vous fera parvenir la délibération qui fixe le périmètre et le calendrier du PADUC, puisqu'elle a été adoptée à l'unanimité, je crois, par l'Assemblée de Corse. On vous la fera parvenir et ça pourra vous être utile dans le cadre de la mission. Le PADUC 2015 fixait déjà une ligne des espaces proches du rivage. Donc, en Corse, on a une ligne qui est une ligne, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de débats sur l'épaisseur du trait, en disant où est-ce que, en fonction de l'échelle de la carte et de l'épaisseur du trait qui délimitait les espaces proches du rivage de ceux qui ne l'étaient pas, on a eu beaucoup de discussions, notamment avec des associations de défense de l'environnement. Mais aujourd'hui, en tout cas, le PADUC a précisé où étaient les espaces proches du rivage avec une ligne
qui contourne l'ensemble qui court tout au long du territoire insulaire. Donc, cette précision, aujourd'hui, elle existe en Corse et les communes ont l'attitude aussi pour modifier la ligne des EPR, notamment dans le cadre des SCOT ou des PLU, pour adapter à leur échelle, à l'échelle parcellaire, la ligne des espaces proches du rivage, même si le PADUC donc, fixe le cadre, un peu comme les espaces stratégiques agricoles. On aura, notamment dans le cadre de la traduction des dispositions de la loi Elan, dans la même idée que les espaces proches du rivage, à définir où se situe la montagne corse. Je crois que c'est essentiel pour pouvoir demain dire la loi littorale s'applique dans ces secteurs-là et la montagne s'applique dans ces secteurs-là. Et pour cela, on a besoin d'avoir une définition précise de ce que serait la montagne corse et donc de s'appuyer sur un certain nombre de critères qui n'est pas uniquement l'altitude. On pourrait s'appuyer sur la végétation, sur le type d'habitation, sur la pente, enfin un certain nombre de caractéristiques. Et ça, on aura bien sûr à en discuter et à y réfléchir. Rien n'est acté à ce stade, mais je pense que c'est une nécessité pour pouvoir mettre en œuvre les dispositions de la loi Elan. Je rappelle également que sur la question des SDU, c'est pareil, on aura à définir ce que sont les formes urbaines dans les territoires de montagne pour que ces derniers puissent être demain densifiés s'ils sont reconnus dans le PADUC. Un point important, je pense que c'est important de savoir qui fait quoi. Aujourd'hui, la reconnaissance des SDU, leur identification, relève du SCOT et à défaut du PADUC. C'est-à-dire que si les SCOT ne le font pas, le PADUC peut le faire, mais peut le faire. Donc aujourd'hui, c'est compliqué pour la collectivité de Corse d'aller sur une prérogative qui est notamment une prérogative des communes. Donc, il faudra peut-être solliciter les communes de Corse pour savoir si elles souhaitent que le PADUC le fasse ou si elles préfèrent garder la compétence en quelque sorte. Parce qu'on a souvent aussi beaucoup de critiques qui disent que la collectivité de Corse ne laisse pas suffisamment de latitude aux communes, avec une volonté de centraliser, etc., ce qui est à mon sens pas le cas. Mais donc, on aura aussi à préciser si les communes refusent de le faire dans un SCOT ou ne souhaitent pas le faire dans la SCOT. Et dans ces cas-là, le PADUC pourra tout à fait critériser des secteurs déjà urbanisés. Sur la question des espaces stratégiques agricoles, en effet, 102 000 hectares ont été protégés dans le PADUC. Il y a eu une mise en production qui est aujourd'hui probablement insuffisante et donc on doit accélérer la mise en valeur de ces espaces stratégiques agricoles. On travaille bien entendu avec la SAFER, on travaille avec l'ODARC, on travaille avec les communes puisqu'on les accompagne dans la réalisation de diagnostics agricoles, ex-DOCOBASE, de manière à ce que ces terrains puissent être mis en production. Mais là, c'est un peu comme la loi littorale. Malgré les espaces stratégiques agricoles et tous les contentieux qu'on a eus, nous, on constate que beaucoup de terres agricoles ont été artificialisées depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis la mise en œuvre du PADUC. Et donc, que malgré ces dispositions du PADUC, malgré cette sanctuarisation des terres agricoles, ça n'a pas empêché que des permis soient délivrés, que des terrains soient construits et donc, finalement, pour beaucoup perdus de manière quasi définitive pour l'agriculture corse et pour l'objectif d'autonomie alimentaire. Et souvent dans des communes littorales et souvent en discontinuité, ce qui démontre aussi qu'à la fois on n'a pas respecté le PADUC et les espaces stratégiques agricoles, mais qu'on n'a pas aussi respecté des dispositions de la loi littorale, notamment celles liées à la discontinuité. Je termine enfin mes réponses pour répondre à Jean-Jacques Panouzi. Nous, on est tout à fait favorable, vous le savez, à un statut de résident, justement pour que l'accès au logement, l'accès à la propriété, puissent bénéficier avant tout aux gens qui vivent et qui travaillent en Corse. Ça n'a pas été le cas ces dernières années puisqu'on a beaucoup construit et on a beaucoup construit de résidences secondaires et de meublés de tourisme et ça n'a pas du tout, ce qui a fait flamber les prix de l'immobilier et du foncier et donc un sentiment d'injustice qui est ressenti par de nombreux Corses qui ont des permis de construire refusés, qui n'ont pas les moyens financiers d'acheter un terrain ou d'acheter une maison, notamment dans un certain nombre de secteurs de l'île, les secteurs touristiques, les secteurs littoraux. Et donc, un statut de résidence, s'il est nécessaire, on ne peut pas non plus concevoir une application, je dirais, au cas par cas, où la loi littorale ou la loi montagne, en tout cas les dispositions
de ces lois protectrices s'appliquerait parce qu'on est corse tout simplement. Voilà, donc nous, on n'est pas sur cette idée-là. Nous, on dit la loi littorale, il faut maintenir ces dispositions protectrices. Il faut probablement réfléchir dans le PADUC pour qu'on ait un rééquilibrage entre les communes littorales et les communes qui sont situées dans le rural, dans l'intérieur, mais qu'on doit maintenir les mêmes règles pour tous et protéger les gens qui vivent et qui travaillent en Corse en favorisant la résidence principale plutôt que la résidence secondaire. Et ça, je crois que c'est largement partagé, notamment par les maires corses aujourd'hui. Sur la trajectoire du ZAN, je précise mes propos. Il y a des communes qui ont beaucoup artificialisé ces dernières années pour construire essentiellement de l'habitat non permanent. Elles ont beaucoup construit et elles ont perdu des habitants. On a des moyennes dans certaines communes de Corse où on est à 7000 mètres consommés pour un habitant gagné. Donc on voit bien qu'on consomme des espaces et pour autant on ne développe pas d'habitat permanent et donc un modèle économique qui pour nous n'est pas durable. Donc la trajectoire ZAN, elle doit nous permettre de faire quoi? Le quota d'artificialisation de la Corse, ça doit être à peu près 2000-2500 hectares sur les 10 dernières années. Si je prends la période de référence 2011-2021, à peu près 2500 hectares. Si on applique une réduction de 50%, peut-être le PADUC dira qu'on fait plus ou qu'on fait moins. Ça, on aura à en débattre. Mais admettons qu'on fasse 50% de réduction. Il resterait entre 1000 et 1300 hectares d'hectares à urbaniser sur les 10 prochaines années. Ces 10 hectares, ils ne peuvent pas se faire comme ils se sont faits. Ces 1200 hectares, ils ne peuvent pas se faire comme ils se sont faits ces dernières années, cette urbanisation. Elle doit aujourd'hui se faire un peu moins dans les territoires qui ont beaucoup consommé pour rendre de la constructibilité aux territoires qui ne se sont pas développés. Il y a des communes qui ont artificialisé sur ces 10 dernières années 1 hectare, quand d'autres en ont artificialisé 300. Si vous les réduisez de 50%, les communes qui ont artificialisé 1 hectare, vous les condamnez de manière définitive. L'idée étant d'offrir des droits à bâtir dans les communes où la pression foncière est moindre, où les prix sont encore accessibles pour les Corses qui vivent et qui travaillent sur ce territoire, où on a du foncier qui est disponible et où la spéculation n'a pas encore produit l'ensemble de ses effets délétères. Et donc, c'est pour cela qu'on a besoin, grâce à cette loi ZAN, d'offrir un peu d'oxygène, je dirais, aux territoires qui sont moins soumis aux pressions et que les territoires qui ont beaucoup artificialisé ces 15-20 dernières années fassent un effort au profit de ces territoires de l'intérieur, de montagne et du rural. Merci pour ces explications. Alors, il nous reste peu de temps, puisqu'il nous reste, on va dire, 10 minutes avant la prochaine table ronde. Je crois qu'il y avait M. Jean Alfonsi qui souhaitait aussi s'exprimer. Je vais lui donner la parole. Je voulais juste ajouter, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi j'avais une question, parce que c'est vrai que dans ce que vous dites, effectivement sur la loi ZAN qui peut permettre de rééquilibrage des territoires en réalité, et donc ça peut être vraiment cet outil. Mais c'est vrai que ce que vous dites aussi, c'est la question des documents d'urbanisme, en tout cas de l'urbanisation au niveau de la Corse, avec beaucoup de communes qui sont en RNU, donc sur lequel en fait il y aura beaucoup de difficultés de toute façon à mettre en place et à intervenir sur ces zones-là. Donc comment vous imaginez justement le fait que ces communes puissent à un moment donné s'inscrire, alors soit dans des PLUI, soit dans des documents d'urbanisme, en tout cas qui permettent justement de la mise en place de ce rééquilibrage, parce que sinon, on a beau dire des choses, je ne sais pas comment, en réalité, on avancera très concrètement. Mais je laisse la parole à monsieur Alfonsi, du coup, qui avait demandé la parole. Moi, c'était juste, pendant que M. Paolini était en train de parler, donc c'était la question même de l'application de la loi montagne, comment est-ce qu'on définit au-delà des espaces déjà urbanisés la loi montagne. Ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que dans 339 communes des 360 communes, s'applique la loi montagne. Donc, de facto, on ne peut pas avoir une loi montagne qui s'applique et après avoir, des difficultés à se dire où et comment on doit définir. Donc, très clairement,
La loi Elan permet je pense que le travail, c'est la tâche urbaine, c'est les secteurs déjà urbanisés, et c'est surtout, je pense que cette loi montagne doit devenir en Corse un petit peu une loi de la ruralité. Très clairement, 339 communes Corse sur 360 sont concernées par cette loi montagne. Je pense que, en tout état de cause, il faut éviter les machines, comment dire, les usines à gaz. Il faut être vraiment dans la simplicité. Ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que pour les communes, les 71 communes où se chevauche le littoral dans la montagne, on ne doit pas oublier ce principe de ruralité. Si on a excessivement pu construire dans certaines communes sur le littoral, on reste des communes très rurales dans leur partie retirée et en retrait. Il faut faire attention de ne pas leur infliger cette double peine. Il faut qu'on retrouve un petit peu de sens de vie. Voilà ce que je voulais dire simplement. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite, il nous reste 5 minutes, donc est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Président, Oui, Monsieur Vivani, allez-y. ouais. Dans 2 minutes, Vivoni, ouais. je voudrais revenir sur les espaces proches du rivage et les zones remarquables. Nous avons un gros problème, là c'est sur la loi littorale. Nous sommes une communauté de communes et nous avons une déchetterie qui est sur ma commune. La déchetterie a été construite il y a maintenant une quinzaine d'années. Elle a pu se faire avec un permis de construire, pas dans la loi, je dirais pas dans l'espace des 100 mètres, un peu plus retiré des 100 mètres. Et on nous souhaitait faire une plateforme de compostage. Vous connaissez le problème des déchets en Corse. Eh bien, le permis de construire que nous avons déposé, le Civadec et nous-mêmes, nous avons été obligés de le retirer parce que le juge a condamné la commune et le Civadec pour pouvoir faire cette plateforme de compostage. Ils nous l'ont interdit. Alors, je tiens à préciser que si c'était une station d'épuration, on aurait pu la faire. Et une plateforme de compostage, nous ne pouvons pas la faire. Alors, j'estime que sur des espaces proches du rivage, pour des équipements publics, et je précise bien des équipements publics, il faudrait quand même qu'il y ait des dérogations là-dessus. Je ne sais pas, et je m'adresse directement au président Paoli, si dans le PADUC, on pourrait mettre cela ou dans nos documents d'urbanisme. Parce que sinon, on va continuer comme nous le faisons actuellement, aller vers les privés. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous remercie tous de cette réunion. Eh bien, je vous remercie également, et je vous remercie tous pour l'ensemble de vos interventions. Et comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous transmettre les documents, vos interventions, enfin voilà, tout ce qui pourrait nous servir, en tout cas, la mission d'information pour ces travaux. Et puis, si Monsieur le rapporteur souhaite ajouter quelque chose... Juste un mot, non seulement je vous remercie de vos contributions, mais de votre engagement, parce que quand on voit la complexité dans laquelle vous évoluez, et vous avez toujours la fougue et l'engagement, je vous souhaite une belle campagne, une belle réélection. Voilà. C'est dit. Merci, au revoir.
propose qu'on démarre tout de suite.